On va causer, on va parler de fans, on va parler de marques. Ce qui a fondamentalement changé ces dernières années, c'est en effet que maintenant les clients, les prospects, le public en général peut répondre. Non seulement il peut répondre, mais il peut parler des marques entre eux, en bien ou en mal d'ailleurs, ou en critique. Et donc, on va parler avec vous qui êtes des gens très différents, et c'est pour ça que c'est assez sympa, parce qu'on a vraiment une palette de marques et d'entreprises qui sont très différentes. Par qui je vais commencer? Par Céline Bouvier de Coca-Cola, directrice du marketing de Coca-Cola France. C'est pas à peine de présenter Coca-Cola. On m'a dit qu'il fallait que je dise Coca-Cola et pas Coca. Donc je le dis. De Coca-Cola France. Mais j'ai le droit de dire Coke. C'est ça qui est génial. Et donc, ancienne marque, 129 ans, dont probablement pas loin de 110, sans numérique, sans digital, avec des fans, mais à qui vous ne pouviez pas trop parler quand même. Donc une petite différence. Patricia Delon de la RATP. Alors là, c'est une marque aussi assez ancienne, mais une marque vachement populaire. J'avais envie de savoir combien de personnes dans la salle avaient fréquenté la RATP aujourd'hui. Ah ouais, quand même. Ça fait du monde. Donc, pour autant, sont-ce des fans? On en parlera. En tout cas, c'est des gens exigeants. C'est ça qui est important. Autre marque à ne pas présenter et incroyablement célèbre, c'est Renault, Claire Mayeux, qui s'occupe du digital, média digital chez Renault. Et où là, il y a une relation aussi passionnelle, d'ailleurs, avec les produits, avec les marques. Et Delphine Bergabel, pas Bir, qui travaille pour Klépierre. Et là, il y a un grand silence parce que Klépierre, tout le monde y va et personne ne sait qui c'est. Klépierre, c'est un opérateur de centres commerciaux, parce qu'il y en a plein. Il y en a à Boulogne, il y en a à Paris, il y en a à Marseille, il y en a au Val d'Europe, il y en a absolument partout. Et voilà, et on va parler de ça. Et puis, notre jeune, Raphaël Wetzel, voilà, 27 ans. C'est très sympa pour les autres. 27 ans. Qui peut faire mieux là? Moi non, en tout cas. Bon. Voilà. Mais pas seulement pour ça, parce que Raphaël a créé sa boîte il y a 1 an. Donc là, voilà, il n'y a pas photo. Et lui, il n'a pas connu autre chose que l'âge digital, les fans, et ça aussi, on va en parler. D'ailleurs, je chamboule, parce qu'on en parlait en coulisses, le lancement de SoShape. SoShape, c'est des produits, non pas de régime, mais c'est des produits de forme, on peut dire ça. Le lancement de SoShape est assez original, parce qu'en fait, vous avez créé la communauté avant de créer la marque. Oui, tout à fait. En fait, c'était une nécessité, c'est-à-dire qu'en fait, on avait, prévu de sortir un produit beaucoup plus tôt. Comme tout start-upper, on croit qu'on met 1 mois, en fait, on en met 9. Donc, on a commencé à communiquer sur le produit et sur, du coup, les intérêts communs qu'on pouvait avoir avec cette communauté 9 mois avant de sortir le produit. Donc, il y a eu une vraie communauté qui s'est formée avant. Donc, on n'a pas cherché à atteindre des gens qui pouvaient nous connaître, mais en fait, finalement, on a donné un produit à des gens qui nous connaissaient déjà. Donc, ça a installé un rapport de proximité qui a continué depuis. Donc, voilà. D'accord. Voilà, c'est exact. Ça résume. C'est une question de connaissance, en fait, tout ça. La publicité, ça fait faire connaître les marques et les produits. Et aujourd'hui, la publicité digitale et les réseaux sociaux permettent de faire d'abord de faire connaître les marques et les produits différemment. Alors, pour Klépierre, il y a un enjeu, on vient de le dire, qui est assez particulier, parce que c'est une marque
qui est très fréquenté sans que les gens le sachent, en fait. Donc voilà. Bon, nous, Klépierre, c'est une marque B2B, c'est-à-dire qu'on se présente pas devant les visiteurs comme Klépierre. Nos marques, ce sont les marques de nos centres, donc des centres que vous connaissez sûrement pour la plupart. Donc effectivement, Val d'Europe, Créteil-Soleil, les passages à Boulogne, Saint-Lazare-Paris, voilà, un certain nombre de centres qu'on a, 46 en France, 178 en Europe, voilà. Mais disons qu'en tout cas, nous, l'enjeu qu'on a, c'est qu'effectivement, on a énormément de visiteurs qui viennent. On a 1,2 milliard de visites par an chez nous, donc dans toute l'Europe. Donc, en effet, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas des lieux de passage, justement, mais que les gens préfèrent aller faire leur shopping dans nos centres. Et donc, on a un enjeu très fort sur la relation. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas être des lieux anonymes, mais des lieux où on aime aller pour son loisir et où on crée un lien, finalement, avec les gens qui viennent nous voir. D'accord. Et on fait comment alors? Justement, côté digital. Alors, il y a tout un ensemble de choses, mais disons qu'en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de monter des événements qui font que ça rassemble les gens. On a The Voice chez nous, là en ce moment on a les Avengers, donc on crée un peu des occasions de rencontres et des choses qu'on sait que les gens aiment venir. On fait en sorte d'avoir les plus belles marques, les plus belles enseignes chez nous, parce que c'est quand même pour ça que les gens viennent. Et puis au niveau du digital, en fait, on commence à créer vraiment de la relation avec les réseaux sociaux, avec la page Facebook. On engage les gens dans des jeux, on essaye de faire en sorte que les gens aient un rapport ludique avec nous. Et notre campagne de publicité de nos centres principaux premium, c'est Let's Play. Donc Let's Play dans nos centres. Et donc vous avez peut-être vu dans le village connecté qu'on a une Playbox, donc développée par une start-up, MobiRider. Et en fait, donc, quand on arrive dans l'accueil de nos centres, on peut jouer avec son téléphone, savoir instantanément, grâce à cette boîte magique, si on a gagné, perdu, et gagner des cartes cadeaux, etc. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir parce que c'est magique. Donc non, ouais. Vraiment. Alors, vous, par contre, on l'a dit, hein, vous êtes Claire Maillot, vous avez une marque qui est fort connue et qui est dans un domaine où il y a de l'attachement, il y a de la passion, il y a de la connaissance de marque, mais qui est devenue incroyable maintenant. C'est-à-dire que le client, quand il arrive dans une concession Renault, il en sait au moins autant, voire plus, que le vendeur qui est en face de lui. Donc, c'est à la fois bien et peut-être pas forcément facile à gérer, ça. C'est le micro qui fait des blagues, donc je fais attention. Oui, effectivement, alors qu'on soit, parce que c'est le titre de la table ronde aussi, qu'on soit client, pas client, fan ou pas fan, comme vous l'avez dit, la personne qui passe la porte de la concession est ultra informée. Et si tant est qu'elle n'ait pas eu suffisamment d'informations avant de venir en concession, il y a un point qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a 78% des acheteurs qui passent en concession qui font des recherches sur leur smartphone quand ils sont dans nos Renault Store. Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument prendre en compte. Donc du coup, 78%, et en 2013, c'était 38%. Donc vous imaginez la courbe pour nous d'expérience, hein, on n'est pas aussi vieux que Coca, mais on est un bon centenaire quand même. Vous n'êtes pas tout jeune non plus, hein, je suis désolé. Mais du coup, il faut le prendre en compte, hein, aussi bien pour notre force de vente que pour nous, l'équipe, que ce soit l'équipe publicitaire, l'équipe commerciale, l'équipe... enfin voilà, tout le monde, il faut prendre ça en compte parce que c'est déstabilisant. Et du coup, nous, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte là-dessus, et c'est ce qu'on doit aux gens aussi qui viennent auprès de notre marque. Il y a plusieurs choses, c'est que quand ils font des recherches sur leur smartphone, quand ils sont en magasin, donc c'est du live, hein, ils live tweetent parfois, voilà, donc vaut mieux que ça se passe bien. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a 48% d'entre eux qui nous disent faire attention, prendre en compte ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un autre point. Donc nous, là-dessus, on s'active tous, et là, c'est tous les corps de métier chez nous, pour notre réseau français, à être mobile first. Donc dès qu'on lance quelque chose, que ça soit un développement, parce qu'on travaille aussi avec MobiRider, dès que c'est un lancement, dès que c'est une campagne publicitaire, on est mobile first. Il y a une partie mobile. Oui, exactement. C'est même un des points d'ancrage de nos campagnes et puis de notre façon de parler aux clients. Et tout le réseau et tous les concessionnaires sont sensibilisés à ça, quoi. En tout cas, ils prennent en compte et toutes les actions de développement. D'ailleurs, certains concessionnaires parce que je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, on a une partie de notre réseau qui est privée.
ils sont très, très, très en amont et très, très en avance sur les développements. Ouais. Alors, la RATP, donc, tellement utilisée, tellement partagée. À défaut d'être fan, les clients sont extrêmement exigeants. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, effectivement, la RATP sur l'Île-de-France, c'est un peu plus de 10 millions d'utilisations par jour. En gros, quasiment tout le monde prend les transports en commun. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de fans dans le rapport qui peut nous attacher, qui peut attacher nos clients à notre marque pour des tas de raisons. Mais en tout cas, il y a un besoin extrêmement fort de nos clients envers le service que nous proposons. J'allais même dire une forme de dépendance. Il est évident que pour les gens qui habitent loin de leur lieu de travail, en fait, pour nous, le client qu'on doit absolument servir, c'est la femme qui élève seule ses enfants, parce que c'est la personne au monde qui a le plus de contraintes. Donc, quand on réfléchit à l'importance du transport public, on réfléchit en ces termes-là. Pour une partie de la population, un quart d'heure de retard pour le RER, c'est une journée catastrophique. Ouais. Parce que tout va s'enchaîner et on le sait. On est parfaitement conscient de l'importance du transport dans une ville comme Paris et dans le mode de vie des Franciliens en général. Alors, on a cette relation d'attente extraordinairement forte parce que le transport est un service qui est quasiment vital pour beaucoup. Et tout l'enjeu du travail qu'on mène depuis maintenant 4 ans à la RATP, c'est une gageure, j'en suis parfaitement consciente, mais j'assume complètement ce positionnement, c'est qu'on veut que nos clients puissent se sentir uniques dans la foule. Ce qui est compliqué parce que 10 millions de voyages par jour, ça fait quand même des tas de centaines de milliers de gens en même temps dans les réseaux. Donc c'est une foule. Quiconque prend le métro ou le RER aux heures de pointe sait que ce sont des flux, des centaines et des milliers de gens qui arpentent les couloirs. Donc faire que vous puissiez vous sentir unique dans ce flux, c'est très compliqué. Et c'est compliqué aussi parce que le métro, contrairement à d'autres marchés, c'est pas du tout facile à segmenter. Mes clients, ils sont pas homogènes, ils sont représentatifs, exactement représentatifs de la population francilienne. Donc ils sont tout le monde. Donc c'est difficile de leur parler de façon unique. Et c'est là que les outils digitaux peuvent énormément nous servir. Alors, quand on a préparé, vous m'avez dit que vous essayiez tout. Il y avait pas, vous interdisiez rien dans les essais précisément pour arriver à leur parler à chacun de manière aussi unique que possible. Alors on est très conscient que on a l'élément clé pour les utilisateurs habituels en tout cas des transports publics, c'est l'information. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout marche bien? Et on a concentré nos efforts sur une information voyageur instantanée, efficace et le plus personnalisé possible. Et en effet, on a essayé à peu près tout ce que la palette digitale nous proposait avec des succès inattendus, d'autres qui étaient un peu moins au rendez-vous, et puis une utilisation un peu distordue finalement, et je l'assume complètement, de certains outils. Alors on a par exemple une utilisation assez distordue de Twitter, dans lequel on fait quand même pour le moment beaucoup d'infos descendantes. Quand on dit bonjour, tout se passe bien, ben voilà, une fois qu'on a dit ça, ou bonjour, c'est en panne et ça reprend dans 1 heure. C'est déjà assez différent comme réaction. Voilà, on n'a pas énormément. C'est assez différent comme réaction, c'est clair. On n'a pas énormément d'interactions. Alors c'est quelque chose qu'on essaye de développer, par exemple sur des problématiques plus particulières. Mais on l'utilise quand même. Par exemple, on a un gros sujet sur les objets perdus dans le métro, comme c'est l'habitude, et en particulier sur les doudous.
tous les parents ici ont une idée de ce que c'est que d'avoir perdu le doudou du bébé. Et donc, c'est archétypal. Mais finalement, si vous avez perdu votre doudou, vous m'alertez par tweet, mais finalement, je ne vais pas vous répondre comme ça parce que ça n'intéresse pas forcément la Terre entière. Donc, j'essaye d'avoir un rapport. Donc, on utilise un média social pour établir une communication personnelle. Donc, on se rend bien compte qu'on est parfois... Mais on expérimente. Et finalement, on arrive à avoir un niveau de personnalisation qui s'améliore sans cesse. On utilise beaucoup l'alerting, par exemple, puisque ça, vous pouvez paramétrer et puis vous recevez des infos qui vous intéressent. D'accord. En particulier sur des messages sur les doudous pour voilà. Et donc, Coca. Bon, Coca. Là, il y a fan Coca-Cola. Oh là là, merci. Qui m'a dit ça? Je voyais dans le regard quelque chose qui n'allait pas, c'était ça. Ah oui, j'étais en stress là. Oui, c'est terrible. Mais en même temps, autant d'années de pratique de ce mot sans la suite, c'est pas facile en une journée comme ça de tout changer. Vous êtes excusé. Merci. Et donc à propos d'années, donc une histoire. Coca, ça colle à la Coca-Cola. Définitivement, j'y arrive pas. Ça colle à la pub. En tout cas, à la communication et à la relation avec le client depuis le premier jour, j'imagine. On a tous des souvenirs de campagne, etc. Sauf que encore une fois, pendant très longtemps, vous cherchiez et vous saviez vraisemblablement être aimé. Maintenant, vos clients vous le disent. Ou vous disent qu'ils ne sont pas forcément d'ailleurs contents de tout ce que vous faites. Qu'est-ce que ça change chez vous, ça ? Alors effectivement, ça change beaucoup de choses. On a 129 ans, vous l'avez rappelé, et donc ça veut dire que l'histoire de notre marque s'est construite sur un certain nombre d'éléments identitaires qui, eux, ne changent pas. C'est le rouge, c'est la bouteille, elle a 100 ans cette année, un autre anniversaire. Et puis sur la mission de marque, on en parlait tout à l'heure, on parlait d'amour. En fait, la marque Coca-Cola, notre mission au quotidien en tant que marketeur chez Coca-Cola, c'est de distribuer des petits moments de bonheur, de distribuer des sourires. Et donc ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Et c'est important parce que dans un environnement qui, lui, évolue énormément, il faut garder de manière très claire la mission qu'on se donne, la mission de la marque. Et donc celle-ci n'a pas changé. En revanche, la fonction marketing, la façon de le faire est en complète révolution. Et je parle au présent parce que je pense que cette révolution, elle a commencé, mais elle est loin d'être terminée et elle se renouvelle en permanence puisqu'on a déjà les impacts d'un certain nombre de changements, mais on voit un certain nombre de tendances qui nous permettent de dire déjà que ça va se poursuivre et qu'il faut qu'on apprenne à vivre dans un environnement qui change en permanence. Ça signifie en fait qu'en 2007, on a créé une structure au sein du marketing avec des experts en charge du digital. Donc on avait réservé cette mission à quelques experts qui nous rassuraient tous parce qu'on se disait, bon ben voilà, ils vont s'occuper de ça. Le changement, c'est que quelques années plus tard, parce que finalement, c'était il n'y a pas si longtemps, chacun dans l'équipe doit porter ce changement. Ouais. Et en fait, l'enjeu, c'est que chaque membre de l'équipe soit vraiment acteur de ce changement, de cette transformation. Il y a dans la salle aujourd'hui, je rends hommage à certaines personnes de mon équipe, dont une chef de groupe, qui est pour moi un exemple du changement dans l'entreprise sur le registre du digital. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'effectivement, dans le passé, on étudiait, on faisait des études auprès des consommateurs qui nous permettaient de détecter une bonne idée. On produisait un contenu avec des moyens hollywoodiens, il était toujours magnifique, et puis on le distribuait avec des canaux qui étaient assez restreints en nombre. Aujourd'hui, cet univers s'est fragmenté et il change, ce qui nous oblige en fait à prendre en compte cet écosystème, à identifier à quel endroit et dans quel contexte on va s'exprimer auprès de ce consommateur. Et c'est à partir de ces informations qu'on construit le contenu qui sera ensuite distribué. Dimanche, donc on est dans l'actualité, on va révéler une nouvelle campagne pour la marque Finlay. On a choisi un ambassadeur de choc, il s'agit d'Omar Sy, et on a construit ce plan exactement comme je le décris. Pour la première fois, on a développé du contenu dans une profusion comme on ne l'avait jamais fait auparavant, avec en tête
cette expérience digitale, ce qui se passera sur le mobile, en plus des médias traditionnels. D'accord. Donc c'est plus nécessairement hollywoodien, ça arrive quand même que ce le soit, mais c'est en tout cas fragmenté, adapté à toutes les situations, à toutes les cibles, à tous les écrans. Oui, c'est contextualisé. C'est en fait de s'assurer que c'est pertinent sur le type de média au moment où ce sera vu par une communauté bien précise. D'accord. Juste, Raphaël, ça doit être moi, on parle beaucoup d'âge, de vieux, de jeunes, etc. Mais est-ce que c'est important, justement, on parle du changement dans l'entreprise, est-ce que c'est important que ce soit les jeunes qui portent spécifiquement le digital, ou est-ce qu'au contraire, ça doit être des gens qui ont de l'expérience dans le job qu'on peut amener au digital ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un piège de penser qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent s'adresser aux gens sur les réseaux sociaux, puisqu'on l'a dit, il s'agit d'amour simplement, il s'agit d'une relation humaine qu'on noue avec les personnes qui suivent la communauté, qui font partie de la communauté. Et donc je pense que ça doit partir d'abord la passion pour la marque, la passion pour ce qu'on fait, pour la mission, qu'on puisse la communiquer et qu'on puisse trouver les personnes qui nous fournissent un écho. Donc nous, par exemple, moi, je pourrais très bien, si ma mère, par exemple, était passionnée de nutrition, qu'elle m'avait pas donné du lait à la fraise toute la journée et qu'elle m'avait rendu gros quand j'étais petit, eh ben, je lui donnerais le compte parce qu'elle est chaleureuse et que c'est une question de personnalité. Donc l'idée pour moi, c'est de dire, méfions-nous d'une présupposée compétence exclusive des jeunes sur ce sujet et privilégions plutôt la personnalité, l'empathie et l'amour qu'on peut donner à ces gens-là et se dire, OK, comment on fait pour traiter tout le monde comme nos petits frères, nos petites sœurs et qu'on leur veuille du bien et qu'ils soient heureux avec nous et entre eux avec nous. Voilà. Alors justement, on parle aussi d'empathie, de proximité, de passion. Je reviens sur l'auto, ce produit particulièrement passionnel, quoi. Il y a quelque chose d'à peu près unique dans ce domaine. Comment est-ce qu'on fait donc pour entretenir cette flamme, en quelque sorte, cet amour pour certains. En plus, là, je ne suis pas ironique, c'est vrai. Dans cet univers-là où, voilà, je veux dire, où il y a aussi des concurrences et des situations parfois un peu tendues. Oui, parce qu'il y a amour, il y a désamour, il y a passion, il y a perte de passion. Alors, à défaut de l'entretenir, on essaie de la faire naître. Nous, on a un héritage patrimonial en tant que Renault, surtout sur le marché français, qui est assez lourd. Et du coup, il y a quelque chose aussi où il faut faire des constats, parfois des constats qui ne font pas forcément plaisir. On a un déficit d'image auprès des femmes et auprès des jeunes. On est entre nous, vous dites rien forcément. Mais du coup, il a fallu quand même qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on se dise comment on va parler notamment à ces femmes jeunes, urbaines, de 25-35 ans, qui pensent plutôt à d'autres achats que l'achat automobile. Mais on a besoin de leur parler, on a besoin de créer un lien. On parlait d'amour tout à l'heure, de respect, de bienveillance. Nous, parfois, le terme de marketing ou la pub est pas forcément apprécié. Et on doit vraiment travailler, nous, là, c'est notre leitmotiv aussi en ce moment, enfin, depuis pas mal de temps, c'est de travailler un marketing de proximité et un marketing de proximité affective, sans rentrer dans les violons et les larmes, les sanglots longs, etc. On a voulu, là récemment, sur une très bonne idée de notre agence Marcel, on a lancé, parce qu'il y a énormément de clichés sur les femmes, parfois des fausses croyances. Voilà. Catherine, Delphine, je pense que vous en savez plus que moi là-dessus. Mais, du coup, on a lancé la vérité sur les filles. Donc, sur l'idée de Marcel, donc, avec toutes nos équipes et puis avec nos agences OMD et We Are Social. Alors, justement, avant de vous parler de la vérité sur les filles, vu qu'on est entre nous, qui c'est qui a une voiture dans la salle? Voilà, ok. Qui c'est qui s'est acheté sa voiture? Ah ouais. C'est parce qu'on est des entrepreneuses et tout, je pense. Est-ce que vous avez une idée de, en France, combien de femmes achètent leur voiture? La réponse est là, sur le papier. Moi, je le savais. Mais... Vous avez une idée? On dit 30%. Combien, à peu près? 10?
20%. J'ai entendu 50 là-bas. En fait, c'est 35%. Et il y a 10 ans, c'était 30%. Bon, d'accord. Journée de la femme digitale, 35%. Par contre, il y a un chiffre qui est très important, c'est qu'il y a 60% des décisions d'achat qui sont faites par les femmes. Donc même si la carte grise est au nom de monsieur, le choix de la voiture, c'est nous. Qu'on soit bien clair. Il y a les enfants aussi qui veulent choisir un monospace parce qu'il y a une tablette qui se déplie pour mettre les jouets dessus, mais il y a ça. Donc c'est important, on peut pas ignorer ce discours-là. Donc on a lancé la vérité sur les filles. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, vous avez un corner et puis les Twingo qui sont à la sortie. Donc c'est né de quoi ? C'était prendre la parole, et on ne peut plus, c'est ce que disait Justine et c'est ce que tu disais juste à l'instant, on ne peut plus imposer, on ne peut plus faire des... Alors on utilise toujours la télé parce que pour nous c'est indispensable, mais on ne peut plus imposer le discours, on est obligé d'écouter, on est obligé d'engager, on est obligé d'être beaucoup plus humble pour engager les conversations et savoir ce que les gens pensent de nous. Et là, la vérité sur les filles, on se mettait quand même à nu. On s'appelle Renault, on est une boîte de voitures et on allait demander aux filles d'aller donner leur vérité. Donc on a pris 2 égéries, Nora Mzaoui et Bérangère Krief, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui ont dit leur vérité dans des petites vidéos. Donc on a lancé sur les différents canaux disponibles. Et du coup, ces vidéos, c'est souvent le cas, d'ailleurs, je ne sais pas pour Coca-Cola ou même les autres marques si c'est le cas, mais les vidéos sont souvent déclencheuses de ce qu'on demande à notre cible de faire. Et là, du coup, on demandait à notre cible, donc ces fameuses filles qui ne portent pas forcément notre marque dans leur cœur, et on leur demandait de donner leur vérité sur les filles, soit sur Twitter, soit sur notre site internet. Et ces vérités sur les filles, donc les plus drôles, les plus en dehors des sentiers battus, étaient choisies pour être mises sur des t-shirts. Donc on a lancé ça mi-février. De là, on a lancé une collection de sweats, de t-shirts, de tote bags. Et donc pour gagner cette collection, on a ouvert un pop-up store à Paris. Vous vous rendez compte, nous, avec notre réseau de concessionnaires, on ouvrait un pop-up store. Parce que évidemment, ces filles-là ne vont pas toujours passer la porte des concessions. Et justement, pour avoir un contact avec Nouvelle Twingo, qu'elles n'auraient pas forcément eu par ailleurs, et à prendre des selfies. Donc je vous invite à le faire parce que vous pouvez gagner vos suites ici aussi aujourd'hui, et prendre un selfie en échange de leur vérité sur les filles. Donc on ne s'attendait pas beaucoup. Ce qui est aussi un peu compliqué avec tous les changements, la fragmentation d'audience, c'est qu'on n'a plus forcément ces indicateurs de mesure. Quand on achète, alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais des GRP en télé, vous savez, de l'audience. De l'audience, on va dire ça, de l'audience. On est hyper rassuré parce qu'on se dit qu'il y a plein de monde qui nous voit. Mais en fait, c'est un peu du napalm. Tandis que là, on est obligé d'aller hyper dans le détail et de se poser des vraies questions. Et là, on se disait, comment on va savoir si notre opération, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas ? Et là, on s'est dit, il y a 2 choses. Est-ce que les filles, elles vont venir dans le pop-up store ? Il y en a eu 4000. Donc c'était complètement en dehors de nos espérances. Donc du coup, l'aventure continue à Rennes, à Bordeaux et à Aix, pour celles qui rentrent aussi bientôt dans leur contrée. Et autour de ça, il y a aussi 30... Alors, on n'était pas au niveau de la journée de la femme digitale en une journée, mais à date, on est à 30 000 citations du hashtag La vérité sur les filles, alors qu'on attendait à 3 fois moins. On s'était fixé un objectif à 10 000. Donc vraiment, c'est des bons indicateurs de cohérence. Et juste pour finir sur la vérité sur les filles, j'y ai pensé parce que quand on s'est rencontrés tout à l'heure, j'en ai une autour de Coca-Cola. Si ça peut vous inviter à donner votre vérité sur les filles, c'est que moi, je bois énormément. Je prends toujours un Coca Zéro, mais c'est avec mon Big Mac. Voilà, donc il y a ça, c'est mon premier. Et le deuxième, puisque étant donné qu'on est digital, c'est que, étant donné que mon mari n'est pas dans la salle, je me permets c'est live streamé, juste voilà. Comme ça. J'espère qu'il ne me lira pas. Donc je m'excuse auprès de toi si tu me lis sur Twitter aujourd'hui, mais je crois que, sincèrement, je pense que je préfère égarer mon alliance que mon smartphone. Voilà, ça c'est ma vérité sur les filles et ma vérité sur les filles digitales. Voilà. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais et te dire que je rentre avec toi dans le club anti-GRP. Je pense qu'il faut qu'on mène effectivement une croisade contre ce totem qui parfois nous immobilise un petit peu dans nos approches marketing. Donc je suis avec toi sur ce sujet. D'accord.
Moi, je suis aussi avec vous et il faut que vous veniez dans les lieux qui sont des nouveaux médias également et qui ne sont pas mesurés Alors par des justement, GRP. oui, c'est Delphine, vos lieux sont des supports pour les marques. Ils sont une forme de publicité, pas Oui. seulement, puisqu'on peut y acheter Une aussi, forme de évidemment. média, en fait. Une forme de média. Oui. Et comment est-ce qu'on... Parce que vos lieux, finalement, ils existent parce qu'ils sont physiques. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, il y a pas de... Mais comment est-ce que, justement, alors, est-ce qu'on marie l'aspect digital, totalement virtuel, on est soit avec son téléphone, en effet, mais ou devant un PC, ou pas nécessairement au même endroit. Comment est-ce qu'on marie les deux ? Alors, on essaye, et c'est vraiment le challenge aujourd'hui, parce que c'est vrai que le e-commerce, c'est une réalité de plus en plus importante, et nous, on a un enjeu, c'est que les gens se déplacent toujours vraiment dans nos lieux, mais pour cela, on essaye aussi de trouver des idées qui fassent que, finalement, on va un peu piquer des idées sur tout ce qui est user experience, et en quoi le digital, finalement, facilite l'achat, le rend plus ludique, en tout cas plus pratique aussi, parfois, et donc, on invente des tas de choses. Alors, bon, effectivement, comme les grands magasins, on se met au click and collect, hein, donc ça c'est des choses qu'on est en train de développer à l'accueil. On invente aussi des choses, enfin on travaille aussi autour de la mise en scène du produit, c'est-à-dire en fait sur nos sites internet, on essaye de plus en plus d'avoir tous les catalogues de toutes les marques qui sont là, mais on essaye de rendre en fait la recommandation produit de plus en plus vivante, de plus en plus ludique, de plus en plus mode. Et donc on travaille actuellement sur la production vidéo, en fait, comment est-ce qu'on va faire la recommandation produit qui donne envie d'aller dans nos centres. Donc il y a tout ce travail-là. Après, il y a ce qu'on appelle le phygital. Donc, il y a effectivement comme la Playbox. Le physique et digital. Physique et digital. Donc, on travaille avec Digitas là-dessus sur effectivement comment est-ce qu'on allie les deux. Et donc, on a un projet ensemble qui est l'Inspiration Corridor où en fait, on se projette finalement dans un univers digital sur tout l'ensemble du centre pour finalement plus facilement pouvoir choisir son produit. Et puis, on a la Playbox et nous, on a tout un axe de travail qui est la gamification, puisque notre claim, en fait, notre signature, c'est Let's Play, engager les gens dans une relation ludique et faire en sorte que le shopping soit un moment ludique. Et donc, ça commence dès l'accueil, effectivement, avec ces jeux. Mais en ce moment, par exemple, on a une opération avec les Avengers. Et l'idée, si vous voulez, c'est que vous vous retrouvez dans le premier selfie 360 degrés en France. Donc, c'est en ce moment à Boulogne, la semaine prochaine à Val d'Europe. Et en fin de compte, vous êtes filmé par 64 caméras. Et donc, l'idée, c'est pour nous, c'est d'avoir de l'information sur nos clients. Donc, on leur demande de nous laisser leur email pour recevoir leurs vidéos. Et là, vous vous retrouvez dans un univers un petit peu, vous savez, comme dans ces effets spéciaux à la Matrix, où vous êtes en flottement. Et donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut trouver que dans nos centres. Et c'est vraiment la première fois en France que vous avez ce type d'interaction ludique. Donc, nous, vraiment, l'idée, c'est de frapper les esprits, c'est que les gens se disent, là, c'est vraiment un lieu un peu différent. C'est d'avoir aussi, effectivement, tout ce qui va faire en sorte que les marques vont pouvoir montrer leur innovation. Donc, on a des espaces dédiés à ça. Et on utilise à la fois, effectivement, les espaces physiques et aussi les espaces qu'on a sur nos plateformes digitales, sur l'application qu'on a dans nos centres. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'encourager les gens à tester de la nouveauté, à aller à la rencontre des marques, de tout ce qui se fait de nouveau. Et nos centres sont vraiment là, en fait, pour créer ce type de rencontres. D'accord. On m'apprend par un signe vachement discret que, en fait, il me reste très très peu de temps pour cette table. Mais je veux quand même savoir. On a parlé de quelque chose en préparant justement parce que on parle de l'équipement des centres commerciaux. C'est vachement moins évident dans le métro de communiquer techniquement notamment. Oui, C'est la dernière vanne du micro. Oui, il y a ce sujet-là, qui est le sujet technique. J'ai d'ailleurs vu passer un tweet. Oui, c'est très difficile d'équiper le métro en 3G, 4G. C'est très cher, et c'est SFR qui s'en occupe, et en ce moment, c'est pas forcément facile. Et c'est très, très difficile techniquement. C'est pas très très facile techniquement de gérer les répétiteurs dans les tunnels. Bon, mais ça se fait, ça avance. Hein, là est équipé, la une va pas tarder à l'être. Je voulais rebondir moi sur la question du digital physique, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Nous avons la chance d'avoir un réseau à Paris avec du personnel.
Ce n'est pas le cas dans beaucoup des réseaux du monde, y compris les réseaux les métros nouvellement construits. Et il y a un très important enjeu. Je crois que après la phase abstraction et virtualisation, on revient dans un enjeu de trouver le bon niveau de dialogue entre la digitalisation et le contact physique dans des espaces eux aussi physiques. Or, le transport, c'est quand même un truc qui est éminemment concret et physique. Se déplacer d'un point à un autre, pour l'instant, ça reste très physique. Et notre enjeu, c'est d'arriver à trouver des résonances entre ce qui se passe dans les smartphones, pour faire simple, et ce qui se passe dans l'interaction entre les voyageurs et les agents de la RATP. Et là, on a un gros sujet autour de mettre nos agents au même niveau d'infos, d'équipements et d'outils que les voyageurs. Et c'est pour ça qu'on est en train progressivement de tous les équiper au fur et à mesure que la 3G, 4G se déploie, de tous les équiper de mini-tablettes pour leur donner non seulement toutes les applis RATP par exemple, mais aussi toutes les applis de tous les acteurs en dehors de nous qui ont développé des trucs très pratiques, et puis aussi des outils métiers qui leur permettent d'avoir de l'information toujours plus pointue pour répondre. C'est pas la peine de répéter avec un quart d'heure de retard à un client ce qu'il a déjà appris en regardant Twitter. Donc on a un gros sujet, et c'est une transformation des pratiques quotidiennes de plusieurs milliers des agents de la RATP, et c'est un très lourd chantier auquel on est en train de s'attaquer. Comment garder en permanence de la valeur ajoutée. Et dernier point, ça a l'avantage, les outils mobiles ont l'avantage de permettre aux agents de répondre, y compris quand ils sont dans les stations, et c'est important pour nous qu'ils soient un peu dans les flux, dans la foule et au contact des clients. Donc on a aussi cette opportunité qu'on cherche à exploiter, de leur donner des outils comparables à ceux dont disposent leurs clients. Eh bien, merci. Finalement, cette table ronde est pleine d'interventions et manifestement trop longue, ou pas assez longue pour qu'on puisse dire tout ce qu'on voulait. Je vous remercie tous, et on essaiera de continuer un peu plus tard.